J'en ai encore les mains qui tremblent, la gorge nouée. Une véritable angoisse viscérale qui me lâche plus depuis que j'ai tourné la dernière page. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette œuvre est une expérience absolument extraordinaire. Il s'agit de La bête humaine d'Émile Zola. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte féroce entre notre civilisation moderne, hyper étincelante, et nos instincts primitifs les plus inavouables. Asphyxiant. Asphyxiant, c'est vraiment le mot juste. Et au centre de tout ça, il y a Jacques Lantier. On est jeté d'emblée dans la fournaise brûlante d'une locomotive lancée à pleine vitesse, dans la nuit noire, la fumée cinglant le visage. Un homme capable d'aimer une machine de fer avec une tendresse infinie, mais qui est irrémédiablement poussé à massacrer les femmes qu'il désire. On a du mal à concevoir une telle contradiction, n'est-ce pas, Evelyne ? À bord de ce train, c'est pas seulement le destin de quelques voyageurs qui bascule, c'est toute la noirceur de l'âme humaine qui menace de dérailler et de tout emporter sur son passage. C'est une entrée en matière d'une puissance incroyable. Le décor s'impose à nous avec une violence inouïe. Ce qu'il faut vraiment observer d'emblée, c'est l'atmosphère sonore et visuelle. On n'est pas du tout dans un salon feutré parisien, quoi. On est plongé direct dans le fracas assourdissant de la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre. Exactement. Il y a ce bruit constant, le métal qui grince contre le métal, la vapeur brûlante qui siffle, cette odeur âcre de charbon et de sueur. Cette ligne de train, c'est pas une simple toile de fond pour faire joli, c'est littéralement un personnage à part entière. Un énorme monstre d'acier qui respire, qui vibre, qui souffre et qui crie en fait. Et au cœur de ce monstre, de cette mécanique hyper impitoyable, on découvre cette relation totalement ahurissante entre le protagoniste Jacques Lantier et sa locomotive. Il l'a humanisée à un point qui défie l'entendement. Il l'a baptisée la Lison. Mais s'il s'en occupe mieux que d'un être humain, il la cajole, il graisse ses pistons avec une douceur infinie, il essuie ses cuivres comme on soignerait la peau d'une personne qu'on aime, tu vois. Il connaît ses moindres soupirs, ses moindres faiblesses sur les rails. C'est un dévouement absolu, fascinant, mais en même temps profondément troublant. On sent tout de suite qu'il y a un truc brisé chez cet homme. C'est précisément là que ça devient captivant psychologiquement parlant. Parce que pourquoi un homme, jeune au sommet de sa force physique, développe-t-il une obsession aussi charnelle pour un gigantesque amas de tôles, de tuyaux et de chaudières ? Parce que c'est une question de survie. C'est le seul refuge qu'il a trouvé pour échapper à sa propre terreur intime. Ce qu'il appelle, avec un mélange de honte et d'horreur, sa fêlure. Une espèce de maladie héréditaire, une maladie tapie dans son sang depuis des générations. Concrètement, cette fêlure, c'est un fardeau effroyable. Dès que Jacques s'approche d'une femme, dès qu'une petite étincelle de désir naturel s'éveille en lui, c'est le basculement complet. Une douleur atroce lui vrille le crâne derrière les oreilles, et soudain toute sa raison disparaît. Un besoin archaïque, un hurlement venu du fond des âges monte de ses entrailles et ça lui hurle de planter un couteau dans la chair de cette femme. C'est effroyable. C'est une lutte de chaque seconde contre lui-même, juste pour pas devenir un monstre. Et c'est pour ça qu'il se réfugie dans les brins d'acier de la Lison. La machine, elle est docile, elle est prévisible, elle est froide. Elle déclenche pas cette soif de sang incontrôlable. Avec elle, il se sent en sécurité, il se sent maître de lui-même. Ce contraste entre l'homme et la machine, ça nous amène d'ailleurs au véritable cœur de l'histoire. Il faut absolument se remettre dans le contexte. On est en plein 19e siècle, l'ère triomphante de la révolution industrielle. Le train, à l'époque, c'est l'équivalent de nos fusées spatiales aujourd'hui. C'est le sommet absolu du progrès humain. Le triomphe de l'intelligence sur la nature. La machine qui raccourcit les distances, qui est censée éduquer les masses, apporter la paix, la lumière de la civilisation partout où elle passe. Tout à fait. Et c'est là que réside tout le génie du truc. On a délibérément un homme préhistorique aux commandes de la machine la plus moderne du monde. Sous l'uniforme du mécanicien qualifié, sous le vêtement bien propre de l'ouvrier civilisé. C'est un homme des cavernes qui tient les leviers. C'est l'opposition magistrale entre l'acier immaculé, symbole de la raison, et la boue de nos instincts les plus archaïques. Un miroir terrifiant. On croyait dur comme fer que la science, l'éducation, l'ingénierie, tout ça allait tout résoudre. Que l'homme allait s'élever au-dessus de sa condition animale. Mais le constat est implacable. Et d'une lucidité glaçante. Plus le train roule vite, plus il fonce vers l'avenir en pulvérisant les records de vitesse. Et plus l'homme qu'il transporte à l'intérieur régresse vers l'instinct pur. La vitesse nous élève pas du tout, elle réveille la bête tapie sous le vernis de la civilisation.
Comme si l'évolution s'inversait en fait. La machine ne libère rien. Elle offre juste un décor plus grand, plus rapide, plus efficace pour nos pires atrocités. Et d'ailleurs, ce fameux vernis de civilisation, il va voler en éclats d'une manière incroyablement brutale, ce qui va déclencher toute l'intrigue. Ouais, la tension explose autour d'un autre couple, les Roubaud. En apparence, c'est le couple parfaitement intégré à la marche de la société moderne. Roubaud, c'est le sous-chef de gare, un homme posé, un fonctionnaire avec une vie bien réglée, presque banale dans sa petite routine. Le voisin sans histoire par excellence. Mais sa femme, Séverine, dissimule un secret étouffant. Dans sa jeunesse, elle a été la proie du riche et surpuissant président Grandmorin, l'homme qui siège tout en haut de la compagnie des chemins de fer, le symbole même de la respectabilité bourgeoise. Quand Roubaud finit par lui arracher cette terrible confession, la déflagration est totale. Le paisible fonctionnaire s'évapore à la seconde. La jalousie la plus primaire le ronge comme un acide, et il se transforme sous nos yeux en un animal blessé, prêt à mordre. C'est d'une violence inouïe. Il la roue de coups, il la terrorise et l'oblige à écrire une lettre pour attirer Grandmorin dans un piège mortel. Et le lieu choisi pour ce guet-apens, il est lourd de sens. Il monte dans le train de nuit express, celui-là même où voyage le riche président. La scène de l'assassinat, c'est une merveille de tension. On est confiné dans l'espace hyper exigu d'un compartiment de première classe. Le contraste est effroyable. D'un côté, t'as le luxe absolu, le velours des banquettes, le capitonnage censé amortir les chocs du voyage. Et de l'autre, un égorgement sauvage exécuté pendant que le train file à travers la nuit noire dans un fracas monstrueux. Le summum du raffinement bourgeois taché du sang le plus poisseux. Mais le coup de théâtre absolu de cette séquence, ce qui fait basculer toute l'histoire, c'est que Jacques Lantier est là. Une coïncidence fatale. Au même moment, Jacques, il arpente le talus le long des voies. Il erre dans le froid, au bord du désespoir, luttant physiquement contre cette voix intérieure qui lui hurle de trouver une femme et de la tuer. Il est dans une obscurité totale. Et soudain, le train surgit. Un coup de tonnerre métallique. Et à cet instant ultra précis, à travers une fenêtre éclairée du train qui passe à une vitesse vertigineuse l'espace d'une fraction de seconde, la lumière découpe une scène. Il voit l'impensable, comme un flash photographique ou une image subliminale. Il voit une main armée d'un couteau s'abattre sur une gorge. Il voit un meurtre s'accomplir juste devant ses yeux. C'est un choc monumental. C'est littéralement son fantasme morbide, son obsession la plus inavouable, réalisée par quelqu'un d'autre, projetée là sous ses yeux, comme au cinéma. La suite de l'histoire dépend entièrement de ce flash de lumière dans la nuit. Et face à ce chaos absolu, face à ce déchaînement de violence animale, c'est fascinant d'observer comment la société s'organise pour répondre. C'est là qu'intervient la machine judiciaire, incarnée par le juge d'instruction Dénizé, une véritable étude clinique de l'aveuglement volontaire. C'est le mot juste, ouais. L'aveuglement. Et pourtant, Dénizé, il est convaincu d'être un visionnaire. Il a la réputation d'être redoutablement intelligent. Mais son intelligence, c'est son pire défaut. Il n'enquête pas pour découvrir la vérité brute, qui est souvent absurde et totalement illogique. Il construit des théories. Il assemble des hypothèses comme un romancier élabore une fiction, tu vois, en taillant les pièces pour qu'elles rentrent parfaitement dans les petites cases de sa pensée. Pour ce juge, le monde obéit à des règles strictes. L'humain agit toujours par calcul, par intérêt. Il lui faut une préméditation froide, une question d'héritage, d'argent. Il refuse catégoriquement d'envisager le crime passionnel, le coup de folie bestiale, la pulsion de mort incontrôlée. Et à ça s'ajoute l'instinct de conservation de sa propre classe sociale. La victime, c'est le grand président Grandmorin, un pilier de la société. Le juge Dénizé refuse viscéralement l'idée que ce notable hyper respecté ait pu être un prédateur abusant de jeunes filles. Il faut sauver les apparences, protéger l'institution. Alors qu'est-ce qu'il fait? La justice devient une nouvelle machine, bureaucratique et froide. Elle va chercher le coupable idéal, celui qui fera pas de vagues, celui qui correspond aux préjugés. Et ce coupable parfait, c'est Cabuche, un marginal, un carrier qui vit dans les bois, avec des manières frustes et une réputation de sauvage. Puisqu'il ressemble à un coupable potentiel, puisqu'il ne maîtrise pas les codes de la bonne société, ce sera lui le condamné. Le cynisme de cette mécanique est révoltant. On sacrifie délibérément l'innocent parfait pour préserver un ordre social corrompu. La machine judiciaire s'assure que le monde bien pensant continue de tourner, de jamais dérailler, peu importe le nombre d'innocents écrasés sous les roues.
Ça nous renvoie une image terrible de nos propres biais de confirmation finalement. On préfère s'accrocher à une fable rassurante qui flatte notre logique, plutôt que d'affronter la complexité un peu obscure de la nature humaine. C'est clair. Et pendant que la justice s'enlise dans ses propres mensonges, en laissant les vrais coupables impunis, une nouvelle mécanique infernale se met en place. Une relation vénéneuse d'une toxicité absolue s'installe entre Jacques et Séverine. C'est un engrenage psychologique d'une profondeur inouïe. Jacques devient le détenteur de ce lourd secret. Il sait qu'elle était là, dans ce train. Ce savoir partagé crée entre eux un lien très trouble, fait de dangers permanents et d'attirance complètement morbide. Ils deviennent amants. Et l'ironie suprême, c'est l'effet immédiat que cette liaison produit sur Jacques. Lui, qui pouvait pas frôler la peau d'une femme sans qu'une voix lui hurle de l'assassiner, il ressent soudain un soulagement profond, une libération inespérée. La mécanique de sa folie s'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en possédant cette femme, une femme qui a été complice d'un carnage, qui a littéralement le sang d'un homme sur les mains, il trouve un exutoire inattendu. C'est fou, c'est comme si le crime qu'elle portait en elle fonctionnait comme un sérum. L'instinct de mort qui rongeait Jacques depuis son enfance se retrouve d'un seul coup apaisé, rassasi par l'ombre de la mort qui plane autour de Séverine. Il se croit guéri. C'est une illusion totale, évidemment, une béquille psychologique temporaire. Mais pour lui, c'est une véritable résurrection. Il peut enfin s'abandonner à l'amour physique, oublier sa malédiction. Ils vivent cette idylle voulée dans l'ombre avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et inévitablement, l'attente devient insoutenable. L'espoir germe. Est-ce qu'ils pourraient tout plaquer, prendre le premier bateau, fuir en Amérique, refaire leur vie, effacer l'ardoise? Seulement, le chemin vers cette liberté, il est entravé. Il y a Roubaud, le mari, complice du premier meurtre, devenu un fardeau super dangereux, un être effondré qui noie ses remords dans l'alcool. C'est une menace énorme qui pèse sur leur avenir. Alors, dans la pénombre de leur rencontre clandestine, Séverine devient la voix de la tentation. Comme un lent poison, elle murmure à l'oreille de Jacques qu'une seule solution s'impose, éliminer le mari. Pour conjurer le sort, pour être libre, il faut verser le sang à nouveau. Cette ambiance hyper claustrophobique, elle reste d'ailleurs pas enfermée dans la chambre des amants, elle contamine l'ensemble du monde physique. L'environnement entier bascule dans une dimension terrifiante. C'est une descente aux enfers visuels et psychologiques d'une rare intensité. Grave. Le décor n'est jamais passif. Il se détraque à mesure que l'esprit des personnages se fissure. Il y a cette tempête de neige monumentale, d'une violence cataclysmique. Le paysage engloutit littéralement le train. La fantastique machine humaine se retrouve paralysée, vaincue, prisonnière d'une immensité blanche et impitoyable. Les éléments de la nature écrasent l'arrogance technologique et au milieu de ce désert glacé et hyper sinistre, les feux rouges des signaux ferroviaires percent l'obscurité, mais ils perdent toute leur fonction sécuritaire. Ils sont décrits comme des plaies ouvertes, des orbites saignantes qui scrutent les personnages. Ces images sont pas là par hasard. C'est l'esprit malade, l'inconscient saturé de sang de Jacques qui déborde et contamine la perception de la réalité physique. Les repères rassurants explosent les uns après les autres. La frontière censée nous protéger, celle qui sépare l'homme civilisé de la bête cruelle, la machine de métal de l'animalité la plus brûlante, s'effondre. Le lecteur avance à tâtons dans un espace oppressant où la catastrophe semble s'imprégner dans chaque flocon de neige, dans chaque sifflement de vapeur. On ressent physiquement cette tension, et ce cauchemar réveillé nous conduit inévitablement vers le point de non-retour. La chambre est plongée dans la pénombre. Le plan a été minutieusement établi. Jacques et Séverine guettent le bruit des pas de Roubaud dans l'escalier. L'attente est juste insoutenable. Le couteau est là, posé à côté d'eux, attendant d'être saisi. Le regard de Séverine pèse de tout son poids sur Jacques. Elle le supplie silencieusement d'agir, de franchir l'interdit, par pur calcul, pour les sauver. Mais au moment précis où le piège doit se refermer, l'engrenage intérieur de Jacques se bloque net. Le tragique de sa condition se révèle entièrement. Jacques est physiologiquement incapable de commettre un meurtre prémédité, réfléchi, dicté par l'intérêt et la logique utilitaire. Ses démons intérieurs y répondent pas au meurtre calculé. Il se réveille qu'avec l'instinct pur, avec la pulsion de désir la plus violente et aveugle. Devant la rationalité du plan, la bête en lui refuse de mordre. Il s'effondre, incapable de lever la lame. Et comme si cette implosion psychologique ne suffisait pas à nous paralyser, on réalise que la menace ultime, elle vient de l'extérieur, de cette ombre qu'on avait presque oubliée. Flore. Flore.
une cousine de Jacques, une jeune femme sauvage, élevée au milieu des cailloux et des traverses, dotée d'une force herculéenne. Elle lui voue un amour absolu, passionnel, depuis toujours. Et en découvrant sa liaison avec Séverine, la tristesse a laissé place à une jalousie aux proportions complètement mythologiques. Elle complote pas un assassinat discret dans un couloir, elle. Devenue une véritable furie vengeresse, silencieuse et déterminée, elle se tourne vers ce qu'elle connaît le mieux. Les rails. Elle décide de jouer avec le destin de dizaines d'inconnus pour assouvir sa vengeance. Sur la voie ferrée, dans le noir absolu, elle prépare un carnage, une apocalypse de métal déchiqueté. Qui nous mène inévitablement à une réflexion vertigineuse qui dépasse largement le cadre de cette histoire du 19e siècle. À notre époque, on est obsédé par l'innovation. On développe des algorithmes d'une complexité fascinante, on confie nos vies à des intelligences artificielles infiniment plus puissantes que les vieilles locomotives à vapeur. Mais à l'image de ces immenses monstres d'acier d'autrefois, est-ce que ces nouvelles entités numériques parfaites portent pas en elles les mêmes failles que nous ? C'est terrifiant d'y penser. On construit des liaisons virtuelles en pensant s'extraire de nos défauts humains. Mais le jour où ces systèmes dérailleront, ce sera parce qu'ils reflèteront la nature de leurs créateurs. Leurs biais, leur cruauté latente, nos ténèbres intimes encodées sous des lignes de code étincelantes. On aura beau concevoir l'outil le plus parfait, la folie originelle trouvera toujours un moyen de s'y glisser. On maîtrise la physique, on repousse les limites du calcul, mais la bête humaine reste bien assise aux commandes, inchangée depuis l'âge des cavernes. La nuit s'abat lourdement. Le silence n'étant percé que par la plainte lointaine du métal. Jacques, au bord de l'abîme antérieur, étouffe. Pris en étau entre un désir de liberté inaccessible et le rugissement sanglant de ses propres pulsions réveillées. Et pendant ce temps, sur cette ligne plongée dans les ténèbres, un geste tragique s'apprête à anéantir tout ce petit monde. Qui réchappera de ce choc d'une brutalité totale entre nos plus basses pulsions et le mur impitoyable de la modernité existant? Pour ressentir ce dernier frisson de métal tordu et affronter l'issue déchirante de cette descente aux enfers, s'aventurer dans ces pages est tout simplement indispensable. C'est une expérience dont on ne ressort pas tout à fait le même. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.